Donc là je suis à Rennes au niveau de l'écluse où a priori disparu Céline Verval. Dans le cas de figure où elle a souhaité se suicider en se jetant à l'eau, c'était certainement à l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Le courant l'a pu l'emporter dans cette direction et donc logiquement on aurait dû la retrouver quoi. On aurait dû la retrouver, elle n'a pas pu partir non plus extrêmement loin. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. Toutes les hypothèses restent valables. Hello, c'est Lionel. Aujourd'hui, on va parler de la disparition de Céline Verval à Rennes. Une affaire très mystérieuse. Cet été, je suis allé sur place pour me faire une meilleure idée du dossier et je vous ai ramené des images. Dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les faits et ensuite il y aura une partie analyse et théorie. Cette affaire est tellement complexe que j'ai vraiment du mal à me faire une intime conviction, mais vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire. Mais avant de démarrer, si vous aimez mon contenu, si vous voulez soutenir mon travail, merci de mettre un pouce en l'air et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune future vidéo. Merci à vous. Message important. Les faits présentés dans cette vidéo proviennent tous de sources ouvertes et vérifiables, qu'il s'agisse d'articles de presse, de sites internet, de vidéos et d'interviews. Par ailleurs, l'auteur de cette vidéo vous remercie de faire preuve de respect et de bienveillance dans les commentaires. Merci. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. En 2021, Céline Verval a 29 ans. Mesurant 1,67 m, elle a les cheveux mi-longs blond roux et les yeux bleus. Elle porte des lunettes de vue. Céline a fait des études dans le domaine de l'environnement à Bordeaux, puis à l'Agrocampus d'Angers, et enfin à Rennes, où elle a obtenu un Master 2 dans le domaine de l'aménagement des territoires. Même si elle a apparemment de grandes capacités, il semblerait que Céline soit sans emploi à cette période. Décrite comme sociable, joviale et enjouée, Céline est aussi une personne discrète et secrète. À Rennes, où elle réside depuis 2013, Céline vit depuis 8 ans avec David, son compagnon âgé de 51 ans. Le couple occupe un appartement dans le quartier de Clenay, à l'ouest de Rennes. Originaire des Vosges, Céline va rendre visite à sa famille 1 à 2 fois par an. Depuis plusieurs années, Céline et David ont un projet commun de commerce multiservice à la campagne. L'idée est de regrouper en un même lieu une épicerie, un restaurant et un bar. Le couple cherche un troisième partenaire pour son projet qui doit voir le jour en 2022. Depuis son enfance, Céline a toujours beaucoup aimé la nature et elle et son compagnon sont tous les deux très impliqués dans la cause environnementale. À Rennes, ils apprécient particulièrement l'espace naturel de la Prévallée, tout près de Clenay, de l'autre côté de la rocade rennaise. Le couple s'y rend régulièrement. L'endroit abrite notamment des jardins familiaux. Et en 2020, cette zone verte et agricole en bordure de Rennes est menacée par le projet d'extension du centre d'entraînement du Stade Rennais. Soucieuse de la protection de la nature, la jeune femme rejoint avec son compagnon le collectif pour la sauvegarde de la Prévallée, qui s'élève contre la bétonisation de ce coin de verdure. Le 31 janvier 2020, Céline participe à une opération de plantation d'arbres à la Prévallée en signe de protestation contre le projet du Stade Rennais. À Rennes, Céline vit une existence apparemment sans vague, mais elle va brusquement basculer dans l'inconnu. Le vendredi 12 mars 2021, Céline laisse à l'attention de son compagnon une lettre dans laquelle elle lui avoue une relation sentimentale avec un autre homme qu'on va surnommer X. X est en fait son ex qui réside à Bordeaux. Céline et David sont ensemble depuis 2013 et Céline aurait donc renoué avec X, cette ancienne relation décrite comme à la fois passionnelle et toxique. Elle aurait revu X en 2015 et 2021 et quelques mois plus tôt, Céline aurait essayé de mettre fin à cette relation extra-conjugale sans y parvenir. Donc David, le compagnon actuel de Céline, lit la lettre et pour lui c'est un choc quand il apprend la nouvelle. Son monde s'effondre parce que sa compagne ne lui a rien montré dans son comportement. Le compagnon de Céline se sent à la fois blessé et bouleversé. S'ensuit une explication. Attention, il ne s'agit pas d'une dispute comme on a pu le lire dans la presse.
En fait, il s'agit plutôt d'une discussion, voire même d'un monologue, selon les dires de David. Car Céline parle peu. Elle est complètement verrouillée, selon lui. Et elle lui dit juste qu'elle est désolée. David n'a rien vu venir parce que Céline ne lui avait jamais fait le moindre reproche ou critique. C'était apparemment une personne qui avait du mal à dire les choses. Quelqu'un qui avait horreur de faire du mal aux gens et horreur de mentir. Pour David, la nouvelle de l'infidélité de sa compagne est tellement violente qu'il décide de mettre fin immédiatement à leur relation. Il ne s'agit pas d'une dispute, mais bien d'une discussion, d'une rupture, et c'est lui qui acte cette rupture. Et toujours selon David, Céline a mis en scène cette révélation, car elle l'a fait le jour d'anniversaire de leurs 8 ans de relation. Donc autant vous dire que ce vendredi soir, dans l'appartement qu'occupent Céline et David à Clenay, c'est pas vraiment la joie, hein. L'ambiance est plutôt morose. Et ce soir-là, David et Céline dorment dans des lits séparés, et apparemment, Céline pleure toute la nuit. Le lendemain, le samedi 13 mars 2021, Céline reste au lit et pleure aussi le matin. Son compagnon ne lui adresse pas la parole et ça peut se comprendre aussi vu ce qui s'était passé la veille. David sort et quand il revient, en fin de matinée, il remarque que Céline est toujours en chemise de nuit. Et selon lui, Céline pleure toujours. Elle pleure comme une enfant à chaudes larmes. Donc là, le couple ne se parle toujours pas. Par la suite, David ressort. Et quand il revient à l'appartement dans l'après-midi, il constate que Céline est aussi manifestement sortie en son absence. Elle est allée apparemment cueillir des plantes sauvages dans l'espace de la Prévallée, de l'autre côté de la rocade rennaise, parce que David voit qu'elle a ramené des plantes pleines de terre dans des sacs en plastique. David va apprendre aussi par la suite que, apparemment, Céline serait allée vers 13h au marché dans le centre-ville de Rennes. Et à mon avis, c'était très certainement le marché d'Hélice, parce que voilà, tous les samedis matins, il y a un très gros marché organisé, place d'Hélice. Et selon le compagnon, Céline aurait même été vue par un témoin, leur maraîcher habituel, qu'il aurait trouvé très triste. La dernière fois que David voit Céline ce samedi-là, c'est entre 16h30 et 17h10, 17h15. Céline est en train de peler des fruits qu'elle est probablement allée chercher dans les poubelles de Biocop, un magasin bio à quelques centaines de mètres de leur appartement. Pardon pour le détail des poubelles, je ne veux pas manquer de respect à Céline, mais bon, c'est son compagnon qui a donné ce détail dans une interview, et ce détail a peut-être une petite importance quand même. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Quand le compagnon voit Céline pour la dernière fois, il est très difficile de savoir dans quel état d'esprit elle est. Elle est en train de peler des fruits et d'après David, elle a les yeux brillants. Il trouve qu'elle a l'air affairée, concentrée. À ce moment-là, David et Céline ne se parlent pas, et encore une fois, vu le contexte, ça peut se comprendre. David sort faire une course express justement au Biocop, qui n'est qu'à quelques centaines de mètres de leur appartement. Et quand il revient moins de 15 minutes plus tard, vers 17h30, il trouve la porte de leur appartement close. La porte d'entrée est fermée à clé et ça c'est très surprenant parce que d'habitude, quand l'un ou l'autre s'absentait pour aller faire des courses ou alors à la bibliothèque, il la laissée ouverte. Là, elle est fermée, elle est même verrouillée. Donc David est un peu surpris, mais bon, il présume que Céline est sortie pour prendre l'air ou peut-être pour se changer les idées. Donc là, les minutes passent et vers 18h, Céline n'est toujours pas rentrée. Et il faut se rappeler d'un détail important. En mars 2021, nous étions en période de couvre-feu, pour les raisons que vous connaissez. Mais Céline ne revient toujours pas. Vers 19h, la nuit tombe. Et vu que Céline n'est toujours pas là, David se dit que vu les circonstances, elle est possiblement allée passer la soirée ou la nuit chez quelqu'un d'autre. Il contacte alors 2 ou 3 personnes du quartier qu'ils connaissent, chez qui elle aurait peut-être pu aller se réfugier. Mais Céline n'est pas chez eux. Ou du moins c'est ce qu'ils répondent à David quand il les appelle. Vu la situation, on pourrait aussi comprendre que Céline n'ait pas forcément envie de parler à son ex-compagnon. Donc David reste seul dans l'appartement de Clenay et il va constater qu'il ne manque quasiment aucune affaire de Céline. Brosse à dents, trousse de toilette, vêtements de rechange, et dans la chambre, il trouve même son téléphone portable. Et Céline a visiblement laissé aussi ses papiers d'identité et son porte-monnaie avec son argent. En clair, on dirait qu'elle a tout laissé. En explorant l'appartement, en réfléchissant, le compagnon de Céline pense qu'elle a quand même peut-être emmené avec elle quelques objets. Un sac en coton blanc écru de la Biocop, parce qu'il ne l'a jamais retrouvé. Le canif du père de Céline, parce qu'elle l'utilisait pour cueillir ses plantes sauvages. En effet, le compagnon a trouvé l'étui vide de ce canif dans l'appartement, donc il en a conclu qu'elle l'avait emporté. Un thermos et ses clés. Ça paraît assez logique parce que Céline a apparemment verrouillé la porte d'entrée en partant. Donc le compagnon de Céline passe toute la soirée seul dans l'appartement et vers minuit, il va se coucher. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Le lendemain, le dimanche 14 mars 2021, Céline Verval n'est toujours pas revenue à son domicile. Et David commence à la chercher. Il la cherche dans le quartier de Clenay et aussi avec des amis dans le secteur de la Prévallée, un secteur qu'elle adorait.
Et ce jour-là, David signale la disparition de Céline à la police qui va ouvrir immédiatement une enquête pour disparition inquiétante. Les forces de l'ordre sont réactives, elles vont lancer immédiatement des recherches pour tenter de retrouver Céline. La police va recourir à un chien pisteur de la gendarmerie qui va suivre sa trace olfactive depuis leur appartement de Clonay jusqu'à l'écluse du Moulin du Comte, près du Stade Rennais et de la Vilaine, le fleuve qui traverse Rennes. Et le chien se serait même arrêté au bord de l'eau. Vu que le chien pisteur a perdu la trace olfactive de Céline au bord de l'eau, près de la Vilaine, les policiers envisagent logiquement que Céline est peut-être dans l'eau. Donc la police va fouiller le secteur, les berges de la Vilaine et aussi dans l'eau. La Vilaine va être sondée par une équipe de plongeurs de la gendarmerie nationale, mais on ne va rien trouver. Toujours le 14 mars, le lendemain de la disparition, David est interrogé par les policiers parce que c'est lui qui a signalé la disparition de sa compagne. Il est la première personne concernée et il est aussi la personne la plus susceptible d'aider l'enquête. Le 16 mars 2021, Céline n'a toujours pas été localisée et la police émet un avis de recherche relatif à elle. Elle lance un appel à témoins. La dernière fois que Céline a été vue, elle portait a priori la tenue suivante. Elle portait un pantalon fin gris mastic, une chemise à carreaux vert jaune, un blouson fermeture éclair vert mi-saison, des chaussures de randonnée noir-rouge de marque Salomon et une boucle d'oreille couleur argent sur le pavillon droit. Mais sur l'avis de recherche, la photo de la jeune femme utilisée lui ressemble assez peu. Ce que critique vivement David et il n'a pas tort. C'est vrai que quand on regarde la première photo de Céline utilisée sur l'avis de recherche, on ne la reconnaît pas. On a vraiment l'impression qu'il ne s'agit pas de la même personne. Toujours le 16 mars, 3 jours après la disparition de Céline, la police mène une perquisition au domicile du couple. On saisit des effets personnels appartenant à Céline pour récupérer son ADN. L'appartement, le garage et la voiture du couple sont fouillés. Les techniciens de la police scientifique effectuent des prélèvements et recherchent d'éventuelles traces de sang à l'aide du luminol. Mais on ne trouvera aucune trace de sang. C'est habituel dans ce genre d'affaires de s'intéresser aux proches des personnes disparues. En parallèle des recherches officielles, le compagnon de Céline ne reste pas les bras croisés. Il imprime 1000 exemplaires d'un appel à témoins qu'il diffuse ensuite dans la zone industrielle de la route de l'Orient, du Roison Parc, dans le secteur de la Prévallée, mais aussi jusqu'aux communes de Mordel et du Reux. Pendant ce temps-là, Céline Verval reste introuvable. Elle n'a plus donné aucun signe de vie depuis le jour de sa disparition. Informée par la police de la disparition de Céline, sa famille qui vit dans les Vosges tombe des nues. Elle relaye activement l'avis de recherche sur les réseaux sociaux et sollicite aussi la presse locale. Angoissée, la maman de Céline se pose beaucoup de questions. Des questions restées sans réponse. Et comme elle l'a déclaré elle-même dans les médias, Céline est très discrète. Elle a un caractère secret et ne lui disait pas tout. La police rennaise enquête donc sur la disparition inquiétante de Céline et on ne peut pas dire qu'elle croule sous les indices. Mais l'appel à témoins lancé le 16 mars permet tout de même de recueillir un témoignage intéressant. Un automobiliste aurait reconnu Céline Verval comme étant la jeune femme qu'il aurait pris en stop le mardi 16 mars, 3 jours après sa disparition. Il aurait pris donc une autostoppeuse ressemblant à Céline sur la commune de Saint-Grégoire, à la sortie nord de Rennes. Mais ce témoignage ne sera pas confirmé et faute d'éléments concordants, les enquêteurs vont le laisser de côté. Nous reparlerons plus tard de ce témoignage peut-être important. Le 19 mars 2021, la police organise une énorme battue dans le secteur de la Prévallée, où Céline aimait marcher. D'importants moyens sont déployés. 86 policiers, un hélicoptère, des drones, mais les recherches ne donneront rien. Le même jour, le procureur de la République de Rennes indique que seule l'hypothèse de la disparition volontaire a trouvé une consistance pour le moment. Et c'est vrai que Céline a disparu après un différend familial. Mais après enquête, cette piste ne débouchera sur rien de concret. Fin mars 2021, les autorités vont indiquer que les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, sans donner davantage de détails. Et il est vrai que les causes de la disparition de Céline restent floues. Le 1er avril 2021, le procureur de la République de Rennes annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Le juge d'instruction en charge du dossier a confié les investigations à la police judiciaire. Et on en apprend un peu plus sur l'enquête. Et on apprend notamment que, eu égard au contexte de la disparition de Céline, des vérifications ont été faites auprès de David, son compagnon, qui n'est pas connu comme elle-même des institutions judiciaires. Et comme le déclare le procureur, et c'est important, aucun élément l'associant à la disparition, donc associant David à la disparition, n'a été mis à jour. En avril, David se constitue partie civile. Pourquoi ? Parce que David estime être une victime dans cette affaire, et se constituer partie civile permet à une victime d'être informée du déroulement de la procédure et d'avoir accès par l'intermédiaire d'un avocat au dossier. Ça permet aussi à la victime de rencontrer le juge d'instruction en charge du dossier. De leur côté, la mère et l'oncle de Céline se sont eux aussi constitués partie civile, pour les mêmes raisons.
À cette période, le compagnon de Céline va s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il va notamment déclarer que Céline a pu accomplir n'importe quel geste, se rendre n'importe où, par n'importe quel moyen. Et selon lui, elle a pu se mettre en danger. D'après David, elle aurait même pu rejoindre un lieu de vie autogéré alternatif, type squat, friche, ZAD, où elle pourrait se ressourcer et être protégée de la publicité si jamais elle veut disparaître, temporairement ou définitivement. Et David, le compagnon, ajoute aussi que si des personnes protègent Céline et si elle refuse d'être retrouvée, il faudrait qu'elle fasse au moins savoir qu'elle est en vie, parce que du côté de sa famille et de son compagnon, des cœurs sont brisés et des vies sont en suspens. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Comme dans la plupart des disparitions, c'est très difficile à vivre pour les proches de Céline, surtout qu'en plus, et ça aussi c'est assez courant malheureusement, les proches de Céline sont peu informés par la police des avancées de l'enquête, et pour eux c'est un véritable calvaire. Pendant plusieurs mois, en 2021, les recherches de terrain tout comme les investigations judiciaires vont continuer, sans succès. 8 mois après la disparition de Céline à Rennes, David, son compagnon, sort du silence. Il témoigne auprès du média Actu.fr parce qu'il a un besoin vital de s'exprimer. Ne sachant toujours pas si Céline est morte ou vivante, il ne va pas bien. Vu l'incertitude, sans la possibilité de faire son deuil, c'est très dur. Et en plus de l'incertitude concernant son ex-compagne, David vit mal la manière dont l'enquête est menée, qui l'indigne. Il a le sentiment de ne pas être considéré comme une victime. Et dans cet article, on va en apprendre plus sur Céline. Selon son compagnon, la jeune femme était probablement en pleine dépression au moment de sa disparition. Et l'origine de cette dépression dépassait sûrement sa situation sentimentale. Le trouble de Céline était plus profond. Elle avait vécu, comme beaucoup de monde, une année difficile avec le Covid et les périodes de confinement. Et la pandémie avait aussi suspendu leur projet commun de commerce multiservice. De plus, Céline avait aussi subi trop de pression à cause du combat qu'elle menait à la Prévallée. Mais David ne s'en était pas vraiment rendu compte sur le moment parce que Céline ne laissait rien transparaître. C'était quelqu'un de très secret. Elle ne lui en avait pas parlé. Cette situation personnelle compliquée aurait ainsi pu amener Céline à se mettre d'urgence au vert, à se déconnecter totalement, d'une manière ou d'une autre. Au vu de tous ces éléments concernant Céline, une disparition volontaire pourrait être ici envisageable. En ce qui le concerne, le procureur de Rennes indique que aucune personne n'a été judiciairement mise en cause dans cette affaire. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc plus d'un an et demi après la disparition de Céline Verval, on ignore toujours ce qui est advenu d'elle. L'enquête reste ouverte, mais l'affaire reste irrésolue à l'heure actuelle. Face à l'absence d'indices et aux nombreuses incertitudes qui planent encore sur l'affaire, la justice n'écarte toujours aucune hypothèse. Qu'il s'agisse d'un accident, d'un suicide, d'une disparition volontaire ou d'un acte criminel. Toutes les hypothèses restent valables. Même si cette affaire est peu médiatisée en France, la disparition de Céline Verval reste l'une des plus mystérieuses de ces dernières années. Nous avons vu les faits, nous allons maintenant passer à la partie analyse et théorie. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cette affaire est vraiment très complexe et il est très difficile pour moi de me faire une intime conviction. J'hésite entre deux possibilités que je vous exposerai plus tard. Ce dossier est vraiment très opaque et on peut comprendre aussi pourquoi les policiers sont un peu en difficulté. C'est très difficile d'y voir clair. C'est néanmoins ce qu'on va tenter de faire dans cette vidéo. On va passer en revue toutes les théories envisageables. Le fait que Céline ait tout laissé derrière elle, téléphone, argent, papier, pourrait laisser penser qu'elle voulait en finir le jour de sa disparition. Parce que dans ce cas, elle savait qu'elle n'en aurait plus besoin. Mais c'est l'une des rares certitudes que j'ai dans ce dossier. Je doute fortement de cette hypothèse, et je vais vous expliquer pourquoi. Si l'on en croit le récit de son compagnon, Céline était sortie plusieurs fois le jour de sa disparition. Il semblerait donc que la vie est quelque part repris depuis la veille. C'est vrai qu'elle avait passé toute la soirée et la nuit à pleurer, elle pleurait encore le matin, mais bon, par la suite, Céline était sortie plusieurs fois, elle était même allée en ville apparemment, leur maraîcher l'aurait vue au marché, et la dernière fois que son compagnon l'a vue, avant qu'il ne quitte l'appartement, elle avait ramené des plantes sauvages de la Prévallée et était même en train de peler des fruits qu'elle avait récupérés dans les poubelles de Biocop. De mon point de vue, cette attitude n'est pas celle d'une personne qui veut en finir avec la vie. C'est vrai, à quoi bon aller cueillir des plantes? À quoi bon manger aussi? Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'appétit quand on s'apprête à commettre l'irréparable. Pour moi, ce comportement n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui colle pas. J'ai plutôt l'impression qu'elle avait repris le cours normal de son existence. Bon, elle était encore évidemment perturbée par ce qui s'était passé la veille, mais bon, elle avait repris des actes essentiels, notamment se nourrir. Si elle voulait vraiment passer à l'acte, si c'était plus qu'une question d'heures, pourquoi perdre son temps à aller cueillir des plantes sauvages? Pourquoi perdre son temps à aller dans le centre-ville au marché? Voyez? Non, pour moi ça n'est pas cohérent. Pour moi il y a quelque chose qui cloche. Parlons aussi de la méthode. Si Céline a pris effectivement cette décision ultime d'en finir, comment est-ce qu'elle comptait s'y prendre?
on sait que les femmes utilisent le plus souvent des médicaments. Et Céline aurait très bien pu faire ça dans l'appartement de Clenay. Le compagnon de Céline a suggéré qu'elle avait peut-être un canif sur elle quand elle est partie, le canif dont elle se servait pour couper ses plantes. Mais bon, le plus gros problème avec cette théorie, c'est que si Céline a fait le choix de quitter le monde des vivants, où est son corps ? Donc là je suis à Rennes au niveau de l'écluse où a priori disparu Céline Verval. Dans le cas de figure où elle a souhaité se suicider en se jetant à l'eau, c'était certainement à l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Si Céline a sauté à cet endroit, le courant l'a certainement emportée vers le stade rennais. Le courant l'a pu l'emporter dans cette direction et donc logiquement on aurait dû la retrouver, quoi. On aurait dû la retrouver, elle n'a pas pu partir non plus extrêmement loin parce que le courant non plus n'est pas ultra puissant, donc il y a beaucoup de nénuphars, il y a beaucoup d'herbes, d'algues et le corps aurait très certainement pu être bloqué à un endroit en aval de la rivière. Il se trouve que je connais très bien la région rennaise pour y avoir vécu 20 ans. J'ai même eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Clenay, j'ai même fait mes courses au moins 4 ou 5 fois dans le fameux Biocop que fréquentait beaucoup le couple. Je connais très bien la région rennaise. Il y a bien sûr des zones de campagne, des forêts, des plans d'eau autour de Rennes, mais ça n'est pas l'Amazonie. Hein. Et c'est très fréquenté parce que les Bretons sont très sportifs. Le week-end et même en semaine, beaucoup de gens se baladent ou font du sport en zone urbaine, comme en zone rurale. Il y a beaucoup de gens qui courent ou qui font du VTT. Les zones semi-urbaines et rurales autour de Rennes sont très fréquentées. Il y a des promeneurs, il y a des ramasseurs de champignons, il y a des chasseurs, etc., sans parler même des agriculteurs. Donc moi je pense que depuis plus d'1 an et demi, quelqu'un aurait peut-être fini par retrouver le corps de Céline. De plus, comme j'ai déjà eu l'occasion de le lire dans d'autres vidéos, notamment celle sur Xavier Dupont de Ligonnès, une personne qui veut mettre fin à ses jours en général n'a aucun intérêt à cacher son corps. Dans la plupart des cas, parce qu'en gros c'est plus son problème. On peut éventuellement dissimuler son corps dans une zone très sauvage avec des grottes, vous voyez, mais en zone urbaine c'est vraiment extrêmement difficile, quoi. Et si Céline a fini dans l'eau, je suis quand même aussi étonné qu'on ne l'ait pas retrouvée, parce qu'il y a aussi des pêcheurs dans la région rennaise, il y en a beaucoup, et même si Céline a malheureusement fini dans un étang ou dans une rivière, il faut savoir que les cadavres de noyés finissent toujours par remonter à la surface. C'est biologique, hein, c'est dû au gaz de putréfaction. Et il y a un dernier argument qui affaiblit encore cette théorie, c'est que il y a eu ces dernières années des périodes de sécheresse en Ille-et-Vilaine. Le niveau de l'eau a baissé. Et quand le niveau de l'eau baisse, voilà, ça révèle des choses. Ça peut être des caddies par exemple. Il y a des petits malins qui s'amusent à jeter des caddies dans l'eau. Mais on peut aussi faire malheureusement des découvertes macabres. Donc pour toutes ces raisons, je suis très étonné qu'on n'ait jamais rien retrouvé. Et ce raisonnement fonctionne aussi pour la théorie d'une mort accidentelle. Donc pour toutes ces raisons, je ne crois pas à ces deux hypothèses, elles me paraissent assez peu vraisemblables. Théorie suivante, la disparition volontaire. Pour mémoire, Céline est partie sans téléphone, sans argent ni papier. Ça pourrait donc nous faire douter d'une possible fuite volontaire. Mais je dois dire que pour une fois, je n'écarte pas cette éventualité ici. Et je vais vous donner maintenant mes raisons. Je vais d'abord revenir sur ce qu'elle a laissé dans l'appartement de Clenay. Je pense que si Céline voulait effectivement couper les ponts, elle a pu volontairement laisser son téléphone portable. Mais oui, c'était le meilleur moyen d'être sûr que personne ne la recontacterait. Si Céline Verval voulait effectivement tout plaquer, ça pourrait paraître cohérent qu'elle ait laissé son téléphone portable. En ce qui concerne l'argent qu'elle a laissé à son domicile, eh bien déjà je doute que Céline avait d'énormes moyens. D'après ce que j'ai lu, elle ne travaillait pas au moment de sa disparition, et puis rappelez-vous du détail des poubelles, voilà. Elle était allée récupérer des fruits dans les poubelles du Biocop. Alors attention, je ne suis pas en train de porter de jugement, peut-être aussi que c'était pour éviter que ça soit gâché, mais bon, ça pourrait être interprété comme le signe qu'elle ne roulait pas sur l'or, quoi. À mon avis, elle avait peu d'argent sur son compte bancaire. Évidemment, quand vous avez 1 million sur votre compte bancaire, avant de disparaître, vous allez certainement faire quelques virements. Mais bon, si vous avez juste quelques centaines d'euros, après tout, vous pouvez les laisser, hein. Surtout si vous voulez être tranquille, si vous ne voulez plus donner aucun signe de vie, si vous ne voulez pas que les gens sachent où vous êtes, vous ne touchez plus à votre compte bancaire. Parce que si vous retirez de l'argent à un distributeur quelque part en France, ça donne une indication sur votre localisation, quoi. En ce qui concerne ces papiers qu'elle a laissés, c'est plus embêtant quand même. Mais bon, j'ai pensé à une éventualité. Peut-être qu'elle les a tout simplement oubliés.
Peut-être qu'elle s'en est rendue compte trop tard et qu'elle n'a pas osé revenir les chercher. Elle s'est dit, bah tant pis, je ferai sans, quoi. Je vais reparler maintenant d'un détail intriguant qui a été donné par le compagnon de Céline dans une interview. Il a déclaré que Céline avait fermé la porte de leur appartement à clé en partant. Ce qu'elle ne faisait jamais d'habitude quand elle savait que son compagnon s'absentait peu de temps. Donc là, il y a plusieurs interprétations possibles. Est-ce que Céline n'aurait pas fait ça juste pour enquiquiner un peu David ? Ça aurait été un geste un peu mesquin en partant. Bon, c'était un peu vain aussi parce que David avait sa clé, vous voyez. Je vais avancer maintenant une autre interprétation, une interprétation à laquelle j'ai pensé, qui est plus d'ordre psychologique. Vous connaissez sûrement l'expression « laisser la porte ouverte » dans le cadre d'une relation. Ça veut dire en gros se laisser une opportunité à soi ou à l'autre de se réconcilier, par exemple. Et là, le fait que Céline ferme la porte à clé, qu'elle la verrouille pour une fois, ce qu'elle ne faisait jamais d'habitude, ça voulait peut-être dire au niveau symbolique et psychologique qu'elle considérait la rupture définitive. Donc c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, et ça pourrait accréditer justement le scénario d'une fuite volontaire. Par contre, et c'est l'une des rares certitudes que j'ai dans ce dossier, si Céline Verval a effectivement disparu volontairement ce samedi 13 mars 2021, elle a été forcément aidée par quelqu'un. Ça, j'en suis persuadé. Si elle est partie à pied ce soir-là de son domicile de Clonay, elle avait obligatoirement un point de chute, très certainement dans la région rennaise. Pourquoi ? Parce qu'elle était faiblement couverte, c'était le mois de mars, il faisait nuit, il faisait assez froid, elle n'a pas eu les moyens d'aller à l'hôtel, elle n'avait pas emmené d'argent, elle n'avait pas de sac de couchage avec elle, elle n'avait pas de tente, donc à mon avis elle a certainement été hébergée chez quelqu'un par une ou plusieurs personnes, des personnes dont l'identité n'a toujours pas été déterminée. Continuons à analyser cette piste de la disparition volontaire qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. On va reparler maintenant du témoignage de l'automobiliste qui aurait indiqué avoir pris en stop une femme ressemblant à Céline à Saint-Grégoire le mardi 16 mars, 3 jours après sa disparition. Même si ce témoignage n'a pas pu être confirmé par la suite, il reste très intéressant selon moi. Pourquoi ? Parce que voilà, comme je vous expliquais, j'ai longtemps vécu à Rennes et j'ai même travaillé tout près de Saint-Grégoire. Je connais très très bien cette zone. Il faut quand même que je vous apporte une précision importante. À Saint-Grégoire, là, il faut savoir qu'il y a la 4 voies qui part vers Saint-Malo, donc en direction de la côte. Et donc l'été ou au beau jour, il m'arrivait parfois quand même de voir des autostoppeurs, mais c'était plutôt des couples, vous voyez, des jeunes backpackers qui n'avaient pas trop d'argent et qui voulaient être emmenés vers la côte. Il m'arrivait aussi, mais assez rarement, de voir des hommes seuls aussi, avec des cartons. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais vu de femmes seules en train de faire de l'autostop dans ce coin. Et même d'ailleurs en France, c'est assez rare de voir des femmes seules. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est assez déconseillé de le faire. C'est vrai que maintenant, il y a quand même d'autres moyens de voyager, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a le covoiturage, le bus, etc. Voilà, je referme la parenthèse. Donc je reviens à ce témoignage donc, du 16 mars 2021, donc 3 jours après la disparition de Céline, donc, ce qui suggère qu'elle était effectivement hébergée chez quelqu'un à Rennes. Vous voyez, si elle est restée du samedi soir jusqu'au mardi dans le secteur, c'est qu'elle a bien dormi quelque part. Moi, je ne peux pas m'enlever l'idée de la tête que cet automobiliste, ce témoin, a peut-être effectivement vu Céline. Parce que, premièrement, il est extrêmement rare de voir des autostoppeurs, des autostoppeuses dans ce coin, même à cette période, au mois de mars. Mais deuxièmement, il est encore plus étonnant qu'elle ressemble en plus à Céline, qui avait un physique particulier. Elle avait des caractéristiques physiques bien distinctes. Elle avait une silhouette un peu ronde, des cheveux blonds roux, des lunettes de vue aussi, vous voyez. Moi, je me dis que c'était peut-être elle, en fait. Donc on continue à étudier cette piste de la disparition volontaire qui ne doit, selon moi, certainement pas être écartée, à la différence de celle vue auparavant. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, Céline avait certainement la capacité de vivre dans une certaine simplicité, parce que voilà, c'était une écolo, je dis ça sans être péjoratif, et elle avait l'air de pouvoir peut-être se contenter de peu pour vivre. Rappelez-vous des fruits qu'elle avait récupérés dans une poubelle. Bien entendu, je me suis posé la question de la santé. Étant donné que Céline est partie sans sa carte vitale, sans son argent, comment a-t-elle fait pour aller chez le médecin, chez le dentiste? Comment a-t-elle fait pour aller chercher des médicaments, le cas échéant, etc. Eh bien, je pense qu'elle a peut-être pu se soigner sans aller chez le médecin. Quand elle a disparu, Céline n'avait que 29 ans. Et à 29 ans, et je dis ça d'une manière générale, bien entendu, il y a des cas particuliers, à 29 ans, on est souvent en bonne santé. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin tous les 2 jours. Évidemment, à partir de 70 ans, on y va beaucoup plus souvent, mais bon, elle n'avait pas 30 ans, donc elle n'avait peut-être pas besoin d'y aller tous les 4 matins. De plus, je ne serais pas étonné que Céline, qui était plutôt branchée alimentation bio, ils allaient souvent au Biocop, qu'elle se soigne avec des médecines douces.
des plantes. Donc si Céline Verval est toujours vivante à l'heure actuelle, à mon avis, elle peut encore se passer de médecin. Pour le dentiste, c'est plus compliqué, hein, si on a une rage dedans, voilà. Mais si Céline est effectivement aidée par une ou plusieurs personnes, peut-être qu'ils connaissent un dentiste qui accepterait de la soigner sans carte vitale. Et dans ce groupe de personnes, il peut y aussi avoir un infirmier ou une infirmière qui serait capable de la soigner si elle a des petits problèmes de santé, quoi. Le dernier point qui me paraît un peu étonnant avec cette théorie de la disparition volontaire, c'est quand même le silence de Céline. Si cette jeune femme est effectivement au vert quelque part depuis plus d'1 an et demi, pourquoi ne rassure-t-elle pas au moins sa famille? Sa maman, pourquoi est-ce qu'elle ne lui donne pas de nouvelles? Donc mis à part le silence, la théorie de la disparition volontaire ne doit selon moi pas être mésestimée ici. Tout comme la dernière théorie, l'acte criminel. Le cas de figure où Céline a fait une mauvaise rencontre. Pourquoi? Parce que si Céline est bien effectivement partie le jour de sa disparition, seule, à pied, donc sans moyen de locomotion, sans argent, sans téléphone, juste couverte d'un blouson dans le froid et en plus quasiment à la nuit tombée, parce que voilà, elle est partie vers 17h15, 17h30, environ 1h30 avant la tombée de la nuit. Ce soir-là, le soleil s'est couché à 19h09. Elle était vraiment dans une situation délicate si elle ne savait pas où elle comptait dormir. Et elle aurait pu croiser la route d'une personne malveillante. Un individu qui l'aurait agressée, ou alors quelqu'un de plus rusé, de plus sournois, qui aurait pu lui proposer de l'héberger et qui lui aurait fait du mal. Dans le cas de figure où Céline n'avait pas un point de chute ce soir-là, dans le cas de figure où elle ne comptait pas se réfugier chez quelqu'un qu'elle connaissait, dans le cas de figure où elle était aussi perturbée un petit peu mentalement, et encore une fois, ça aurait pu se comprendre. Elle était bouleversée par sa séparation, qui se cumulait aussi avec la période extrêmement compliquée qu'elle avait vécue depuis 1 an. Elle était apparemment dépressive depuis quelque temps. Dans ces conditions, peut-être que Céline était vraiment désespérée, désemparée, et elle aurait pu accepter n'importe quelle proposition venant de n'importe qui, quelqu'un qui aurait abusé de son état de faiblesse. Venons-en maintenant à la conclusion. Comme je vous l'ai dit dès le début, cette affaire est vraiment très très complexe. C'est une vraie affaire de disparition mystérieuse qui est assez peu médiatisée en France. C'est quand même assez étonnant. Et je dois vous avouer que c'est vrai que j'ai du mal à me faire une intime conviction. Donc moi, vraiment, je balance entre la disparition volontaire, pour une fois, hein, c'est assez rare, et l'acte criminel. Je ne crois vraiment pas à un acte désespéré ou à un accident pour toutes les raisons déjà évoquées. Bien entendu, si vous avez la moindre information, je vous invite à contacter au plus vite les autorités judiciaires. Mais s'il vous plaît, ne leur faites pas perdre leur temps. Pour finir, je souhaite bon courage aux proches de Céline. J'espère vraiment qu'ils obtiendront toutes les réponses à leurs questions prochainement. Souhaitons aussi que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Espérons aussi une issue heureuse. Ça n'est pas tout à fait impossible dans la mesure où Céline Verval n'a disparu que depuis plus d'1 an et demi. C'est long évidemment, mais ça fait pas non plus 5 ans. Peut-être qu'elle est toujours vivante, enfin, c'est ce qu'il faut souhaiter évidemment, et peut-être qu'effectivement elle s'est mise au vert quelque part en France ou ailleurs, peut-être qu'elle réfléchit à un moyen de revenir. On a vu récemment dans le cadre de l'affaire Yann Bourdon, ce Français qui avait disparu en Égypte, qu'il est revenu plus d'1 an après. Donc voilà, les miracles peuvent arriver, et si d'aventure, vraiment, si Céline tombait sur cette vidéo, si elle était toujours vivante, eh bien, je lui dirais, sans lui faire la morale, de peut-être passer un coup de fil à sa maman, ou lui envoyer un message, ou faire ça indirectement, juste peut-être pour la rassurer, et puis voilà, pour dire qu'elle est toujours vivante. Et puis qu'évidemment, que son ex-compagnon soit aussi tenu au courant, évidemment, parce que c'est un fait, David aussi a beaucoup souffert depuis le début de cette affaire. Ça permettrait de lever un doute affreux qui subsiste depuis 1 an et demi et qui nuit à beaucoup de monde, que ce soit donc aux proches de Céline, mais aussi quelque part aussi à la justice, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de moyens mobilisés. Mais bon, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour donner un signe de vie. Et puis voilà, après, cette jeune femme pourra tout à fait retomber dans l'anonymat et continuer à vivre sa vie. Une vie heureuse et épanouie, c'est tout ce qu'il faut lui souhaiter. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous remercie
de mettre un pouce en l'air et aussi et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail si vous voulez qu'il dure le plus longtemps possible. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant, ne disparaissez pas. No shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?